Chers amis, bonsoir. On est pour l'instant 377 personnes connectées, mais je pense que d'autres vont nous rejoindre en cours de soirée. Le sujet qui nous rassemble ce soir est une question qui, pour beaucoup d'entre nous, depuis 3 mois maintenant, plus de 3 mois maintenant, devient un souci, une inquiétude, je dirais, pas seulement quotidienne, mais presque existentielle. Il y aura dans l'histoire un avant et un après 7 octobre. Ça fait partie de ces dates dont on se souviendra comme on se souvient du 11 septembre, évidemment, 2001. Un philosophe israélien qui s'appelle Micha Goodman, qualifie cette journée comme une journée qui a confronté les Israéliens à deux traumatismes. Celui, évidemment, des traumatismes liés à l'histoire juive, des pogroms à la Shoah, et le second à celui de la guerre d'octobre, qui avait montré à l'époque toutes les erreurs d'appréciation des risques par les services de sécurité israéliens et des défaillances de l'armée. Et face à tout ce qui peut se passer depuis, pour comprendre à la fois le déroulé sur le terrain des opérations militaires et puis aussi la situation politique en Israël, on a besoin de prendre la mesure de ce traumatisme. Évidemment, qui vient se rajouter à tous les problèmes que l'on suit depuis des dizaines d'années liés à l'occupation israélienne des territoires occupés en Cisjordanie et du contrôle de la bande de Gaza depuis que le Hamas y a pris le pouvoir en 2006. Donc, moi, je propose ce soir, avec nos deux invités que je présente maintenant, Elie Barnavi, historien, professeur émérite de l'histoire à l'Université de Tel Aviv, ancien ambassadeur, évidemment, d'Israël en France, et Jean-Pierre Filiou, historien, spécialiste du monde arabe, professeur à Sciences Po et Paris. Tous les deux sont, dans leur domaine, connaissent bien à la fois l'histoire du Moyen-Orient et l'histoire d'Israël et l'histoire de ce conflit. Et je les remercie tous les deux d'être là ce soir avec nous pour nous éclairer à la fois sur ce qui se passe et surtout nous donner leur appréciation, leur analyse sur les scénarios possibles de sortie de cette crise. Alors, on a décidé ensemble, au lieu de faire des exposés, plutôt de procéder sous forme de dialogue. Donc, je vais essayer d'être le modérateur. Alors, je me suis construit comme ça, un petit planning pour suivre ce débat. Je proposerai d'abord de démarrer sur les opérations militaires. Avant de parler des scénarios, plus de 3 mois après le début de cette guerre, et plus de 2 mois après l'intervention terrestre israélienne à l'intérieur de Gaza, on peut constater que celle-ci se poursuit et on peut se poser la question, au vu des objectifs que le gouvernement israélien s'était fixés, à la fois d'éradiquer le Hamas, de détruire ses infrastructures et de récupérer les otages qui sont vivants ou morts, mais en tout cas de les récupérer. Il y en a 136 à l'heure actuelle. On peut se demander si ce n'est déjà pas un échec, si cette guerre pour Israël n'est pas un échec par rapport aux objectifs qu'il s'est fixés. Alors, je proposerai qu'on réfléchisse là-dessus, puis ensuite on essaiera de voir les autres partenaires, le côté arabe et sur la situation internationale. Alors, j'ouvre le débat comme ça. Elie, comme observateur depuis Israël du déroulé de cette guerre, comment vois-tu les choses sur le plan du déroulé militaire, on va dire? Échec ou réussite, ce sont des notions relatives et évidemment elles dépendent de la manière dont on dessine le but de guerre. Et le problème avec l'opération israélienne dans la bande de Gaza, c'est que les buts de guerre ont été très mal définis. Pour deux raisons. D'abord, ils ont été définis de manière absolutiste, si vous voulez. Tu as bien dit, détruire le Hamas jusqu'au dernier combattant, ramener les otages, changer complètement les données de la région, de Gaza, voire au-delà. Et je pense que la première raison pour laquelle cette définition absolutiste a été adoptée,
c'est à cause du traumatisme que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire après ce qui s'est passé, après la faillite de l'armée, des services de sécurité, après l'énormité de cette faillite absolument inouïe, après que nous avons subi cette attaque sur le territoire souverain d'Israël, eh bien, la réaction était à la mesure de cette humiliation et de ce traumatisme. Et donc, on a dit, on va y aller pour détruire le Hamas complètement. On a même ajouté au début, on n'en parle plus maintenant, on a parlé de déradicalisation. C'est-à-dire, on va non seulement détruire le Hamas, mais extirper le Hamas de la tête des gens. Alors, de ce point de vue-là, ce n'était pas possible. C'est évident que dans une guerre asymétrique de ce type, la victoire est problématique. C'est-à-dire pour une armée, l'armée d'un État constitué, une armée régulière, il suffit que les buts ne soient pas complètement atteints tels qu'ils étaient définis pour que ce soit une défaite, alors que pour la partie faible, il suffit qu'ils ne soient pas complètement détruits pour que ce soit une victoire. C'est-à-dire pour le Hamas, il suffit qu'il reste des cellules capables de tirer une dernière salve de roquettes, et à ce moment-là, il peut se prévaloir d'une victoire. Et ce qui se passe aujourd'hui rend bien compte de cela. C'est l'armée avance, fait méthodiquement son travail, apporter des coups extrêmement durs au Hamas dans le nord et dans le centre de la bande de Gaza. Le Hamas a été effectivement démantelé. Il n'a plus de capacité opérationnelle ni militaire ni politique, mais il reste encore des cellules. Ils peuvent encore faire des dégâts. Ça illustre très bien ce que je viens de dire. Là même où l'armée a repris contrôle du territoire, le travail n'est pas correctement fait parce que la destruction complète du Hamas est probablement une tâche impossible. Et ce qui complique singulièrement le problème, c'est évidemment la question des otages. Et là aussi, c'est sans précédent. Nous avons à l'heure actuelle 136 otages, tu l'as dit, donc probablement une vingtaine de cadavres. Et donc, l'armée essaie de présenter ces deux buts de guerre comme étant complémentaires. C'est la pression militaire qui nous fera récupérer les otages. Alors qu'il devient de plus en plus évident que ces deux buts de guerre sont contradictoires. C'est-à-dire, au contraire, plus la pression militaire sera forte, et moins on a une chance de récupérer les otages, pour la bonne raison que ces otages sont la seule carte dont le Hamas dispose pour tenir tête à Israël. Alors, très rapidement, où en est-on du point de vue militaire? Eh bien, comme vous le savez tous, il y avait trois phases à cette guerre. D'abord, une phase aérienne, de bombardement massif. Ensuite, au bout d'un mois, une phase d'incursion terrestre massive aussi au niveau des divisions. Et une troisième phase plus légère, plus focalisée, avec des unités de commando et qui est plutôt destinée à localiser les otages et à commencer dans le nord de la bande de Gaza. La première phase, la deuxième phase, celle de l'incursion lourde, se poursuit dans le sud, surtout dans la région de Khan Younes. Arafat, elle n'a même pas commencé et on ne sait toujours pas ce qu'on va faire avec ce qu'on appelle le couloir de Philadelphie, qui est à la lisière frontière avec l'Égypte. Et donc, on se dirige là aussi, dans quelques semaines, on entrera là aussi, je suppose, dans la troisième phase, la phase plus légère. L'autre raison pour laquelle cette opération ne semble pas un franc succès, bien que ce ne soit pas non plus un échec, il ne faut pas exagérer, c'est que nous n'avons pas
définit les conditions de sortie de guerre. Et c'est de ça qu'on va parler surtout ici, je suppose. Tout à fait. On ne peut pas, on ne peut pas faire la guerre sans avoir la moindre idée, avec des buts pas militaires, sans avoir la moindre idée de de des conditions de sortie de cette guerre. Et si la guerre est la poursuite de la politique par d'autres moyens, selon le mot fameux de Clausewitz, nous n'y sommes pas. Nous ne sommes pas du tout dans une réflexion politique. Et ça obère l'ensemble de l'opération militaire. Alors, un dernier mot, si tu me donnes encore la parole pour 2 minutes, Oui, oui, bien sûr. puisqu'on dit que le désappointement est à la mesure de l'enthousiasme militaire des débuts. On dit que c'est un échec et on dit que le démantèlement du Hamas est une affaire impossible. Eh bien non, ce n'est pas impossible. On peut, c'est-à-dire, si on définit ce but de guerre de manière moins absolutiste, moins jusqu'au boutiste, on peut évidemment démanteler le Hamas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il ne faut pas imaginer qu'en démantelant le Hamas, dans ses capacités militaires et politiques, on va l'éliminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, complètement. Et donc, il faut imaginer une sortie de guerre politique complète le travail. C'est-à-dire le travail ne peut pas être seulement militaire, il faut qu'il soit politique. D'où l'extrême importance de parler du jour d'après. C'est précisément ce que le gouvernement d'Israël, avec Netanyahou à sa tête, ne veut pas entendre parler, parce que pour lui, ça a des implications politiques, politiciennes, immédiates et désastreuses pour lui. Nous en sommes là pour l'instant. Bon, on reviendra sur Netanyahou, les considérations politiques. Alors, Jean-Pierre, de ton point de vue, sur le plan purement de la conduite de cette guerre, est-ce qu'à contrario, est-ce que le Hamas, par rapport à ses objectifs, ceux qui s'étaient fixés le 7 octobre, il les a atteints ou pas, d'après toi? Alors, d'abord, moi, je ne vais pas parler pour le Hamas alors qu'Elie Non, parle non, pour non, non, pas pour eux, Israël. mais ton analyse. Faut pas du tout, cette bipolarité me conviendrait pas du tout, surtout que j'allais vous remercier justement de m'avoir convié à cet échange. Je suis autant légitime pour parler d'Israël que pour parler des Palestiniens et j'entends bien exercer ce droit dans un sens comme dans l'autre. Donc je viendrai à cette question, mais je ne veux absolument pas être réduit à celui qui vous apporterait uniquement un éclairage sur les affaires palestiniennes, parce que je crois que l'un ne va pas dans l'autre. Dans un conflit aussi intime, on ne peut absolument pas faire la part. En revanche, ce que je peux dire d'emblée, c'est que le Hamas a amené Israël là où il voulait. Donc après, est-ce que c'est une victoire, est-ce que c'est une défaite? En tout cas, il y a un piège qui s'est refermé sur Israël, sur l'armée israélienne, et ce piège, il est bien refermé à Gaza, où on en est aujourd'hui. Alors, quand même, voilà, 7 octobre, tu as eu des propos très émus, très émouvants sur ce que ça signifie. Bon, moi, je rappelle, comme historien, collègue donc, et confrère en cela d'Élie, que le 7 octobre, à 14 heures, j'étais au rendez-vous de l'histoire de Blois, pour parler de l'Israël de Netanyahou, sous l'autorité intellectuelle et à l'initiative de Pascal Horry, de l'Académie française. Et que d'emblée, on était le 7 octobre à 14 heures. J'ai évidemment exprimé ma solidarité avec toutes les victimes parce que j'étais convaincu que ce qu'on ne mesurait pas encore était d'une ampleur sans précédent pour les deux peuples. Et j'ai évidemment appelé à la libération inconditionnelle des otages. Et quelques jours plus tard, le 11 octobre, André Comte-Sponville me fait l'honneur de m'inviter à l'Institut Diderot pour parler du Moyen-Orient en 2050, ce qui était quand même intéressant. Mais évidemment, dès la première question, on a parlé de l'actualité. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il semble malheureusement qu'en Israël, du fait du traumatisme terrible dont on n'a pas encore pris entièrement la mesure, eh bien, on n'entendra pas un discours plus raisonnable parce que tout le monde est touché en Israël et que je me permettais déjà le 11 octobre de mettre en garde ce que veut le Hamas, c'est attirer Israël dans une guerre au sol,
dans des combats de rue de longue durée et qui, après des semaines et des mois, ne se concluront même pas par une victoire décisive. 11 octobre. Hein. Donc, moi, je suis dans mon petit bureau, ma petite fenêtre en Île-de-France, mais voilà, hein, on ne peut pas, comme l'a rappelé Elie, commencer une guerre sans but de guerre précis, sans une espèce de, sans autre chose qu'une rhétorique martiale qui a été énoncée, et puis prétendre atteindre ces buts de guerre. Mais dans l'histoire, ce n'est pas la première guerre israélienne à Gaza. Moi, j'en ai recensé à un titre ou à un autre une quinzaine. Hein, ce serait la 15e, d'après mon petit compute. Donc, ça veut dire qu'il y a 15 guerres. Toutes ces guerres ont été gagnées, entre guillemets, militairement par Israël. Et toutes ces guerres ont été perdues politiquement par Israël, sauf une, qui est la première intifada. Parce que la première intifada, justement, comme l'a rappelé Elie, il y a eu un débouché politique, il y a eu les accords d'Oslo. Donc cette guerre qui était, comme les autres, hein, si on peut dire gagner militairement, mais qu'est-ce que ça veut dire gagner militairement, hein? Qu'est-ce que ça veut dire gagner militairement contre un peuple qui, à l'évidence, refuse cette situation et accessoirement contre un mouvement aussi structuré, aussi enterré que le Hamas. Donc on a l'impression qu'actuellement, Israël à Gaza a, entre guillemets, gagné sa guerre contre la population. Belle victoire, belle victoire. Hein. Plus de 1% de la population tuée, hein, avec cortège de blessés, cortège de mutilés, d'orphelins. Tout ça ne prépare pas des lendemains qui chantent pour la coexistence israélo-palestinienne, de même que l'horreur du 7 octobre avait tout fait pour rompre tout espoir de coexistence israélo-palestinienne. C'est très exactement ce que veut le Hamas. Qu'on commette l'irréparable, qu'on aille vers cette impossibilité. Hein. Alors, du point de vue militaire, moi, je n'ai pas les informations dont dispose Elie, mais de ce que je vois, hein, et je travaille exclusivement sur sources ouvertes, mais il se trouve que je connais vraiment le terrain de Gaza. Ce que je vois, c'est que je doute que le Hamas ait subi même militairement des coups décisifs, y compris dans le nord et le centre. Hein, je doute. Hein. Voilà, je ne peux pas avancer. Tous les bilans qu'on nous donne de combattants tués n'ont qu'un rapport très lointain avec la réalité, donc ils sont peut-être utiles pour la consommation intérieure israélienne, mais ils ne correspondent pas à la réalité. Donc, qu'est-ce que fait le Hamas? Le Hamas, et là j'en viens à la question que je n'ose qualifier d'injonction que tu m'avais posée d'emblée, hein, il y a une blague, il y a un humour noir à Gaza qui est très noir, qui va être encore plus noir maintenant, hein, pour des raisons que nous comprenons tous. Qu'est-ce qu'on disait à Hamas depuis déjà longtemps? On disait à Gaza depuis déjà longtemps. Pourquoi le Hamas, après chaque guerre avec Israël, fait comme ça? Parce que c'est le nombre de maisons qu'il laisse derrière lui debout. La population de Gaza, si un jour, on lui demande son avis, je doute qu'elle soit très enthousiaste par les choix terribles, et on peut même dire criminels, du Hamas. Mais de toute façon, elle n'est pas consultée en quoi que ce soit. Donc, du point de vue du Hamas, ce qui se passe actuellement correspond à peu près, hein, au piège contre lequel j'avais mis en garde, y compris dans les colonnes du Monde, assez tôt, hein, parce que effectivement, j'ai une petite connaissance de la façon dont cette organisation fonctionne. Donc, on n'a pas pu détruire le Hamas, donc on détruit Gaza. Je doute que cela soit une stratégie d'avenir. Mais effectivement, hein, au-delà de ce qu'elle représente en termes humanitaires, qui est, disons le mot, quand même effroyable, hein, ça veut dire aussi que les objectifs militaires n'ont pas été atteints, mais pour une raison qui correspond aussi à la raison de ce que tu décrivais sur la défaillance qui fait écho. Voilà, 50 ans et un jour, hein, pour un historien c'est vertigineux, 50 ans et un jour après la défaillance de Kippour, on a la défaillance qui est beaucoup plus grave. On saura peut-être un jour tout ce qui s'est passé, et il y aura les historiens pour écrire des livres tout à fait passionnants, mais pour l'instant,
on ne mesure pas l'ampleur de la défaillance. Hein. Bon, il y a quand même eu, en termes de militaires israéliens tués le 7 octobre, pratiquement que deux fois plus que pendant toute la guerre de Gaza. Donc, la guerre en cours actuellement. Hein. Donc, au niveau militaire, le choix qui a été fait, c'est de réduire les pertes militaires israéliennes et donc de détruire, et d'avoir le moins possible de contacts. Alors, bon, en termes humanitaires, c'est absolument épouvantable. En termes militaires, je ne suis pas certain, hein, et d'ailleurs, les opérations anti-djihadistes ici ou là ont prouvé que death from above, le combat comme ça à distance, atteignait rarement les objectifs, avec en plus le facteur aggravant à Gaza des tunnels. Hein, et les tunnels, bon, bah, l'armée israélienne a mis en scène quelques tunnels. Bon, si on prend juste au pied de la lettre hein, ce que disait l'armée israélienne avant, ce que l'armée israélienne a montré en termes de tunnels, c'est une portion infime. Or, il est fort possible, même absolument crédible, que la direction du Hamas et les otages hein, soient tous cachés dans des tunnels, y compris peut-être dans des tunnels qui se trouvent sous des zones que l'armée israélienne prétend contrôler aujourd'hui. Donc, on est là dans une situation totalement inédite, hein, qui fait que, et évidemment, ma conclusion rejoindra celle d'Elie, que face à des buts de guerre qu'on peut qualifier d'absolutistes, qu'on peut qualifier d'irréalistes, mais qui en tout cas ne correspondent pas au terrain de Gaza, on va dire ça de la manière la plus neutre, eh bien, non seulement ces buts de guerre ne sont pas atteints, mais ça permet au Hamas, mais alors je peux vous assurer, et je ne vous souhaite pas d'être soumis à ce type de propagande assez insupportable, ça permet au Hamas du matin au soir de dire, alors là, pour le coup, qu'ils ont gagné. Hein. Donc, dans un monde où la perception, la propagande, le mensonge organisé peut parfois prendre le pas sur la réalité proprement dite, effectivement, on est face à une situation qui est loin d'être favorable à Israël sur le plan purement militaire. Je n'évoque même pas les autres dimensions. Juste pour poursuivre, Jean-Pierre, ce que je voulais dire, évidemment, tu ne parles pas en représentant du Hamas, mais tu interviens comme historien, au même titre qu'Elie, là-dessus, les choses sont évidemment très claires. Mais ce que je veux dire, c'est sur le plan de la victoire, entre guillemets, du Hamas politique, c'est quand on voit les sondages, et on donne un certain crédit à certains sondages, notamment en Cisjordanie, du soutien des Palestiniens à la cause du Hamas, on peut constater que entre l'avant 7 octobre et après 7 octobre, il y a une augmentation du soutien politique au Hamas qu'il n'avait pas avant. Moindre, semble-t-il, à Gaza qu'en Cisjordanie, mais malgré tout, il parle beaucoup plus pour les Palestiniens que maintenant l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Oui, mais franchement, ces sondages n'ont aucun sens du point de vue de la dynamique politique. Hein. Bon, d'abord, tu l'as souligné fort justement, le Hamas, comme d'ailleurs le Hezbollah, hein, est d'autant plus populaire qu'on vit les plus loin de la zone contrôlée par le Hamas ou le Hezbollah. Hein. Ça, c'est très, très clair. Hein. Les gens au sud Liban, on ne peut pas dire qu'ils portent le Hezbollah dans leur cœur, et les gens de Gaza, de toute façon, aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'exprimer. Mais ça veut dire aussi qu'on est sur la question de la dynamique politique. S'il n'y a aucun horizon politique, hein, on revient toujours à la même question, s'il n'y a aucun horizon politique, à ce moment-là, effectivement, une espèce de militarisme exacerbé, avec toutes les horreurs qui ont été perpétrées le 7 octobre, peut sembler faire sens. Hein, hein, mais alors que, évidemment, ce ne sera pas le cas si on pose des questions inévitables hein, qui vont se poser très concrètement. C'est comment on va reconstruire Gaza, comment on va gérer Gaza, comment on va gouverner Gaza. Et là, le Hamas n'a pas le commencement du début d'une réponse, parce que le Hamas est un mouvement rentier hein, qui a profité hein, d'une rente de conflit hein, en se présentant comme l'alternative à l'autorité palestinienne en Cisjordanie,
comme le maître absolu de Gaza, et cette rente, il n'entend pas la perdre, hein. Mais il faut bien voir qu'actuellement, si le Hamas peut se prévaloir de cela, c'est aussi très fragile. C'est aussi très fragile. Parce qu'il suffirait qu'une dynamique existe, il suffirait qu'on ne soit pas dans l'escalade suivie d'une escalade pour qu'on voit ce type de sondage s'inverser, hein. Toutes les prédictions pour toutes les élections palestiniennes qui n'ont pas eu lieu étaient que l'opposition Hamas gagnerait à Gaza parce que les gens de Gaza en ont complètement assez de la domination islamiste et que l'opposition au Fatah gagnerait en Cisjordanie, mais moins en... c'est un vote par défaut, de même que le vote de 2006 qui avait permis au Hamas d'ailleurs de remporter une victoire surprise, hein. Il n'était pas du tout, il voulait avoir une opposition substantielle, il ne pensait pas du tout remporter la majorité des sièges, il ne l'aurait jamais remporté d'ailleurs si Mahmoud Abbas n'avait pas changé les règles du jeu électoral, alors qu'il y avait en fait que 3% de différence entre le Hamas et le Fatah. Le Hamas s'est retrouvé avec des dizaines de sièges d'avance, mais il ne souhaitait pas la victoire à ce moment-là. Donc, le seul point sur lequel le Hamas, à ce jour, n'a pas atteint ses propres objectifs, c'est qu'il voulait le grand échange entre l'ensemble des otages et l'ensemble des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. On voit qu'au contraire, il a été obligé d'accepter un ratio de 1 pour 3 qui est tout à fait inédit dans les échanges de prisonniers ou de détenus ou d'otages entre Israël et le Hamas. Merci. Alors, on va poursuivre plus maintenant sur l'aspect politique, notamment côté israélien d'abord. On se rappelle dans quelle situation se trouvait le gouvernement de Netanyahou avant le 7 octobre, avec toutes les manifestations qui, pendant toute l'année 2023, se sont succédées pour se mobiliser contre les projets de réforme juridique, et tous les sondages qui étaient été faits avant le 7 octobre montraient qu'en cas d'élection, sa coalition allait perdre les élections à venir. Et évidemment, où aujourd'hui est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Est-ce qu'on peut, Élie, d'après toi, penser que Netanyahou puisse être tenté de prolonger cette guerre pour des questions politiques ou pas? Est-ce que tu me permets juste de réagir un instant à ce que vient de dire Jean-Pierre? Bien sûr, bien sûr. Euh, alors, victoire du Hamas, alors je ne sais pas exactement ce que Sinwar avait fait, mais s'il voulait remettre la question palestinienne sur la table, ça s'est fait. Je ne suis pas sûr qu'il voulait la mettre sur la table de la manière dont nous pensons qu'elle doit être sur la table. Et deuxièmement, je pense qu'il espérait entraîner au moins ses alliés proches dans la guerre, et ça, ce n'est pas fait. Il n'a pas réussi à entraîner le Hezbollah. Le Hezbollah fait le service minimum. Il se peut qu'une guerre éclate, ça je n'en sais rien. Et souvent, les guerres éclatent sans que les belligérants aient vraiment envie que ça éclate. C'est toujours possible. Mais pour l'instant, il n'a pas, a fortiori, l'ensemble du monde musulman dans la guerre contre Israël qu'il espérait. Voilà. Et donc, il reste à voir. Pour décider qui a gagné ces rounds, il faut voir comment ça va se terminer. Pour l'instant, Israël fait tout ce qu'il peut pour confronter le Hamas dans ses illusions, pour des raisons politiques dont nous reparlerons. Et donc, ça, c'est ma première réaction. Je pense que là, il y a eu une fuite en avant, une espèce de sursuccès en quelque sorte de la part du Hamas. Et puis d'une illusion qui s'est faite sur la manière dont ses alliés allaient réagir. Et pour l'instant, il est assez seul, il faut le dire. Il est assez seul et il prend des coups. Contrairement à ce que tu dis, Jean-Pierre, je pense qu'il prend vraiment des coups terribles et qu'il a perdu beaucoup de monde, il a perdu des cadres intermédiaires, il a perdu pas mal de cadres militaires supérieurs. En tout cas, je ne vois pas le Hamas rester au pouvoir à Gaza. C'est ça que je voulais dire. Sauf si Israël continue à le favoriser de la manière dont il l'a fait. Mais si
si les choses ne continuent pas à se lancer, je ne pense pas qu'il ait la capacité de rester au pouvoir. Je pense qu'il est un peu tôt de tirer le bilan de cette affaire. Ce qui me semble clair, c'est que du point de vue d'Israël, Israël qui a vécu avec le Hamas comme voisin, c'est une erreur, je pense, depuis le début, mais il a vécu avec ses voisins en pensant chevaucher le tigre. Ça, c'est terminé. Israël n'acceptera pas que le Hamas reste au pouvoir sous quelque forme que ce soit. Alors, il faudra, c'est à ce moment-là qu'il faut parler de par quoi le remplacer. Mais je pense que de ce point de vue-là, le Hamas est politiquement et militairement appartient au passé. Alors, je peux me tromper, évidemment, mais c'est l'analyse que je fais en voyant ce qui se passe ici. La décision a été prise, et c'est dans les cordes de l'armée d'en finir avec le Hamas par voie de conséquences, par voie de conséquences politiquement. Il ne pourra plus gouverner ce territoire. Alors, je ne sais pas si peut-être que Jean-Pierre n'est pas du tout d'accord avec moi, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses. Je ne vois pas Israël accepter de vivre avec le Hamas à ses côtés, et donc on fera ce qu'il faudra pour que ce ne soit pas impossible. Comment on va faire pour transformer l'essai et pour remplacer le Hamas par quelque chose de viable et d'acceptable? C'est là toute la question politique, évidemment. Oui, enfin, comme toujours, hein, on est évidemment d'accord sur l'essentiel, hein. Moi, je ne disais pas le Hamas a gagné, je disais de son point de vue. Et d'ailleurs, j'ai souligné que sur la question des prises d'otages, il n'avait pas du tout atteint les objectifs qui s'étaient assignés. En revanche, alors là, j'ai une vraie divergence. Le Hamas ne souhaitait pas entraîner l'Iran, le Hezbollah et le reste dans la guerre. Faut faire attention, à mon avis, à justement ce que Netanyahou nous a bassiné pendant toutes ces années sur l'Iran est à la manœuvre, l'Iran est ceci, ce qui était une façon pour lui de manière très intelligente au début de marginaliser la question palestinienne, de dire l'objectif c'est l'Iran. Hein. Le Hamas a mis l'Iran devant le fait accompli du 7 octobre. L'Iran l'a d'ailleurs assez mal pris. Il y a eu toutes les tensions qu'on a vues autour de l'anniversaire de la mort de Qassem Soleimani, autour des morts du Hezbollah, etc. Hein. On est dans le conflit israélo-palestinien, dans toute son horreur, dans toute sa crudité. Hein. S'il y a un pari d'extension régionale du Hamas, il a échoué, hein, d'après moi, hein, parce que c'était celui de forme de soulèvement, en tout cas de manifestation de type révolutionnaire en Égypte et en Jordanie. Or, on a vu au début une très forte émotion. On voit encore maintenant en Jordanie des cortèges impressionnants qui ne sont pas forcément des cortèges palestiniens, qui sont des cortèges de tribus transjordaniennes. On a des appels très directs du Hamas à l'ouverture d'un second front en Jordanie. Ça a échoué absolument. Donc, si calcul régional, si calcul d'extension du Hamas il y avait, il était plutôt du côté de ces bons pays arabes sunnites frontaliers d'Israël avec qui ils ont signé un traité de paix que du côté de l'Iran et du Hezbollah. Voilà. Il y a eu la volonté affichée, la stratégie d'unification des fronts. Ça, je pense qu'au moins pour le Hamas, le Hezbollah est une déception. Alors, je ne sais pas s'il pensait vraiment que l'Iran entrerait en guerre contre Israël à cause du 7 octobre. Mais le Hezbollah, ça, on a des indications très précises qu'il pensait, il espérait que le Hezbollah se joigne. Et aussi en Cisjordanie, c'est-à-dire l'unification des fronts, c'était ça. C'est ce que Al-Aruri symbolisait, c'était l'unification des différents fronts contre Israël. D'accord, mais alors là, et puis je ne vais pas rentrer dans trop de détails, le problème c'est que toutes ces sources, toutes ces interceptions, tout ça, c'est la direction politique du Hamas exilé. Or, cette direction politique du Hamas exilé, Aruri et les autres, n'ont rien à voir avec le déclenchement du 7 octobre, qui est une opération proprement gazaoui, proprement Qassam, avec Yahya Sinwar Ah, je suis d'accord. et Marwan Issa. Donc, la logorée révolutionnariste de la direction exilée du Hamas, elle fait
voilà, elle permet à beaucoup de gens de se nourrir de ce qui est dit. Mais à mon avis, elle a fort peu à voir avec la planification, qui a quand même été d'une redoutable efficacité, des Qassam à l'intérieur de Gaza. Et ils ont fait ça quand même de manière très compartimentée. C'est-à-dire, d'ailleurs, bon, je disais que l'Iran était furieux, hein. Enfin, on peut quand même dire le mot, hein. En tout cas l'ayatollah Khamenei, quand ils ont été mis devant le fait accompli du 7 octobre, parce qu'il y a cette espèce de narcissisme iranien qui est de dire qu'ils sont la source de tout, et soudain le Hamas fait ce coup sans même les prévenir, mais la direction politique a été tout aussi marginalisée, donc les discours sur l'unification des fronts, bien sûr que du point de vue du Hamas, il rêverait d'une troisième intifada en Cisjordanie. Je ne vois pas qu'on y aille. Mais il y a le précédent de 2006. En 2006, le Hezbollah ouvre un second front et ça ne change pas grand-chose pour le Hamas pendant la guerre qui s'ensuit, hein. Donc là-dessus, on est vraiment face à une logique israélo-palestinienne, si j'ose dire, de proximité, hein. Et du coup, ça ramène à la dureté, à la crudité de cet affrontement. Donc, est-ce que, Élie, on peut revenir à l'aspect plus politique israélien maintenant? Oui, oui, sinon on va rentrer dans la dentelle des décisions des uns et des autres, on ne s'en sortira pas. Globalement, je suis d'accord, c'était une opération conçue, voulue à Gaza par la direction gazaoui. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que très peu de gens étaient dans le secret de cette opération, même à Gaza. C'est-à-dire, ils étaient très peu nombreux. La plupart des gens qui ont fait le coup, et ils ont découvert l'opération au tout dernier moment. Ça, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'ils n'espéraient pas que d'autres interviennent. Mais en fait, je n'en sais rien. C'est-à-dire, ce sont des suppositions, des déclarations, on le saura, j'espère un jour. Mais globalement, je suis d'accord. Nous sommes dans le cœur même, dans le cœur nucléaire de l'affrontement israélo-palestinien. Alors, justement, bon, revenons-en à la situation politique intérieure israélienne. Est-ce que tu penses que, malgré l'union nationale, évidemment, qui existe de la droite à la gauche pour soutenir l'armée israélienne dans ses opérations actuelles et le traumatisme que l'on continue de vivre quotidiennement sur toutes les chaînes de télé israéliennes et les radios, où on raconte et on revient sur les événements du 7 octobre avec tous les interviews des familles et des soldats qui ont combattu ou qui ont été tués pendant les combats. Est-ce que, au-delà de ce consensus, est-ce qu'il commence à y avoir une brèche, notamment par rapport à la question des otages? Tu disais tout à l'heure qu'il y a peut-être dans les objectifs de guerre une contradiction entre éradiquer militairement le Hamas et récupérer vite les otages tant qu'il est encore possible de les récupérer vivants. Et on sent maintenant une divergence entre Netanyahou et Gantz, notamment dans le cabinet restreint qui mène cette guerre. On a vu dans la presse des fuites sur des divergences sur la conduite de la guerre, sur cet aspect-là. Est-ce que ça dit, au-delà de cette divergence-là, quelque chose d'autre sur la situation politique intérieure? C'est-à-dire que cette guerre, non seulement n'a rien réglé, mais le clivage en Israël reste entier, il a même été aggravé. C'est-à-dire Netanyahou, généralement, l'unanimisme que tu évoques justement, l'unanimisme guerrier, bénéficie aux leaders en place. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Les sondages sont très très durs pour Netanyahou. Au dernier sondage, il y a environ 15 à 20% d'Israéliens qui veulent le voir continuer au pouvoir. Tous les autres veulent le voir partir. Il y a une espèce de rejet massif de Netanyahou et de son gouvernement. C'est pour ça d'ailleurs que lui, il fera ce qu'il pourra pour maintenir autant que faire se peut la situation de guerre. Pour lui, politiquement, c'est bon. Et donc,
très vite, ce clivage il va éclater. C'est dès la fin des hostilités, on va retrouver cette espèce de guerre civile latente que nous avons vécue pendant une dizaine de mois. Et de toute façon, tout le monde ici estime que c'est un zombie politique. Hein. Il ne résistera pas, il ne va pas rester au pouvoir. Alors, qui va le remplacer? Comment? Ça, ce sont d'énormes questions politiques. Mais ce qui est certain, c'est que Netanyahu lui-même est sur le départ. Et je pense que la question des otages peut être déterminante parce qu'il y a de plus en plus de voix qui exigent l'arrêt inconditionnel des combats pour pouvoir récupérer les otages. Les gens comprennent de plus en plus que ces deux buts de guerre sont contradictoires et il y a une exigence de plus en plus forte et qui n'est pas illégitime au sein du public israélien. Parce que politiquement, on est dans une situation très, très étrange où l'homme qui est au pouvoir et son cabinet sont profondément impopulaires, conduisent une guerre qui est... les gens comprennent, en fait, de plus en plus de gens comprennent qu'ils ne savent pas où ils vont. Et il y a un refus constant de sa part d'imaginer, de commencer même un débat sur la sortie de crise qui est intenable. C'est pour ça que je pense que très vite, quelque chose va claquer. C'est sous la pression de l'opinion publique, sous la pression américaine, le fait qu'à l'intérieur de la coalition, parce que les gens comprennent qu'il est impossible d'imaginer une sortie de guerre sans avoir réfléchi à la sortie politique de la guerre. Et c'est pour ça que cette guerre, enfin c'est difficile à dire, mais cette catastrophe du 7 octobre peut encore contenir la possibilité d'une sortie de crise par le haut. Ce n'est pas impossible. Après tout, je dis souvent, c'est souvent des plus grosses catastrophes que sont les solutions les plus audacieuses. Comme il est impossible de devenir au jour d'avant, ça tout le monde le comprend, il faudra bien imaginer autre chose pour le jour d'après. Alors, on peut imaginer, mais la dynamique pour y arriver, est-ce que ça peut venir uniquement de la région ou est-ce que ça doit venir de l'extérieur, notamment par une plus grande implication des Américains, de l'Union européenne, ce qu'on appelle en gros la communauté internationale? Je n'ai jamais cru que la solution pouvait venir d'ici. Jamais. Tu le sais, on en a parlé à Paris. Je pense que sans une pression internationale très forte, nous n'y arriverons pas. Alors, il y a les Américains, tout le monde s'est converti de nouveau à la solution à deux États, et aux acteurs classiques, les États-Unis surtout, mais aussi les Européens. Il faut ajouter maintenant les Arabes qui vont jouer un rôle très important, et notamment l'Arabie saoudite. Je pense que son rôle va être déterminant. Le rôle historique du Hamas, je l'ai dit, c'est d'avoir remis la question palestinienne sur la table. C'est aussi accessoirement d'avoir empêché la normalisation d'Israël avec l'Arabie saoudite qui était en train de se faire. Et du coup, les Saoudiens ont dû faire marche arrière. Et maintenant, ils disent sur tous les tons que oui, nous voulons la normalisation avec Israël, mais ne se fera pas au détriment des Palestiniens. Et ça, c'est un changement important, c'est même dramatique. Les Américains sont sur la même position. Et donc, je pense qu'une coalition est en train de se créer, une espèce de consensus international et régional autour de l'urgence à retrouver le chemin de la solution, une solution à deux États. Et je pense qu'Israël ne pourra pas résister à cela pour la simple raison que nous n'avons pas d'alternative. Netanyahou n'a simplement pas d'alternative. Déjà, quand on entend les voix qui s'expriment à l'intérieur du gouvernement, on voit qu'ils ne sont pas d'accord.
il y a l'établissement sécuritaire pousse à un débat sur le jour d'après. Netanyahou, son extrême droite, s'y oppose, mais c'est une position qui est à la longue intenable. Et Je voudrais bien entendre Jean-Pierre là-dessus. Il Oui, va me trouver peut-être optimiste, mais merci Élie. Tu sais qu'on partage de toute façon cette même conviction d'une nécessité pour l'Union européenne d'être beaucoup plus active, beaucoup plus présente dans ce conflit. Et au-delà de toutes les variables que tu as rappelées et qui devraient en elles-mêmes être suffisantes pour justifier un engagement européen plus important, en tout cas plus vif, plus effectif. Moi, j'ai mis pour ma chronique hebdomadaire dans le monde, celle qui ouvrait l'année 2024, j'ai mis que le destin de l'Europe se jouera à Gaza en 2024. Je suis allé jusque-là parce que on a trois mal alpha, trois prédateurs de la politique qui ont intérêt à ce que cette guerre se prolonge. Netanyahou, tu l'as parfaitement rappelé, mais n'oublions pas Poutine et Trump. Poutine et Trump. Pour Poutine, la guerre de Gaza est une nouvelle totalement inespérée, hein, presque miraculeuse, hein, qui lui a permis sur tous les plans de renforcer sa position par rapport à l'Ukraine. Hein, l'Ukraine où j'ai passé beaucoup de temps pendant l'année écoulée dans deux séjours de plusieurs semaines. Et puis il y a Trump, évidemment. On voit Trump qui commence triomphalement la campagne des primaires et on voit bien comment pour les trois, plus ce conflit dure, plus pour Netanyahou ça lui permet de rester au pouvoir et accessoirement d'éviter des petits ennuis avec la justice. Pour Poutine, ça lui permet donc de piéger encore plus les Ukrainiens et de piéger les Européens en Ukraine. Et on voit bien que plus le conflit dure, plus ça aggrave les divisions au sein du Parti démocrate américain. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais donc il y a aussi une dimension de politique intérieure pour ces trois acteurs, de politique intérieure-extérieure. Hein. Et on voit très bien que Netanyahou et Poutine misent sur le retour de Trump. Et ils se disent, bon, bah, après tout, c'est un mauvais moment à passer pendant 8 ou 9 mois. Hein. Et si on a fait la guerre pendant 3 mois, pourquoi pas la prolonger? Donc le risque, il est quand même très sérieux. Hein. C'est-à-dire que Netanyahou, depuis le temps qu'on l'enterre, hein, voilà, bon, bah, effectivement, c'est un zombie, mais c'est un zombie qui se porte quand même assez bien, hein, qui n'a pas été mis sur le flanc. Donc effectivement, hein, on voit assez bien la dynamique américaine, on voit comment elle fonctionne, et je crois qu'il n'y aura pas d'énormes surprises là-dessus. Hein. Voilà, et j'espère vivement être démenti, parce que ce serait quand même bien qu'ils soient un peu plus proactifs. Mais la vraie variable, c'est la variable européenne. Hein. Et là, je suis complètement avec Elie. Il faut évidemment que l'Union européenne se saisisse de cette question de manière beaucoup plus déterminée. Hein. On voit déjà hein, des propos de Joseph Borrell, aux représentants, sur la nécessité de cette implication européenne, hein, qui sont à ma connaissance, mais alors là vraiment sous le contrôle d'Elie, d'une clarté que je n'ai jamais entendue. Hein. Et donc voilà, peut-être que de ce côté-là, peut-être qu'effectivement de cette horreur, hein, appelons-le par le nom, c'est bien, on pourra sortir par le haut. De toute façon, je suis, alors là c'est à titre personnel, totalement convaincu qu'on ne peut sortir que par le haut, hein, parce que cette dynamique, on doit à tout prix, et je sais que c'est loin d'être ma conviction personnelle et elle est partagée, le jeu à somme nulle israélo-palestinien n'a plus cours. Les avantages des uns ne sont pas les pertes des autres et réciproquement. On l'évoquait quand on a eu tout cet échange sur victoire, défaite, etc. En fait, je crois qu'on peut aller au-dessus. Il est très clair que de toute façon, si victoire du Hamas y aurait, elle serait au détriment du peuple palestinien. Parce que le Hamas, il travaille pour le Hamas, il ne travaille pas pour le peuple palestinien, il ne travaille pas pour l'avenir de la Palestine, il travaille pour l'organisation, pour le parti. Hein, de même que, et je fais très attention avec ce parallèle, Netanyahou
défend son propre destin et sa liberté de citoyen israélien, plutôt que sans doute les intérêts suprêmes de la nation. Donc c'est évidemment par le haut qu'on peut. D'ailleurs, on ne pourra sortir que par le haut. Hein. Sinon, on voit bien comment la dynamique de la guerre, du conflit, des pertes, de la revanche, des vengeances, des représailles, elle absorbera l'énergie des uns et des autres. Oui, vraiment, je pense que Netanyahu a mangé son pain blanc. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'enterre. Il est extraordinairement habile, mais c'est terminé. Il y a des moments où euh, c'est fini, ce jeu-là. Et il a fini le 7 octobre, ce jeu-là. Parce que c'est un point que nous n'avons pas encore abordé. Et le Hamas et Netanyahu ont été des alliés objectifs. Ça semble incroyable, mais ça fait longtemps que je le dis. On l'a dit ici beaucoup en Israël, mais très peu de gens finalement imaginaient cela. Netanyahou a maintenu le Hamas au pouvoir, il a renforcé, il a puni de temps en temps de manière à ce qu'il ne soit pas trop fort. Ça s'appelait, c'est campagne nombreuse donc, que tu rappelais, Jean-Pierre. Ça s'appelait en langage militaire d'un terme très élégant, ça s'appelait tondre la pelouse. Alors, quand la pelouse était trop haute, on la tondait, ensuite on revenait aux affaires courantes avec des valises de dollars qui arrivaient du Qatar. Et c'est pas une analyse de politiste, hein, il l'a dit. Il l'a dit lui-même, comme d'ailleurs ses petits amis d'extrême droite, ils ont dit le Hamas est un atout, l'autorité palestinienne est un problème pour nous. Le Hamas est un atout parce que tant que le Hamas est là, il n'y a aucun moyen d'imaginer, de commencer à imaginer un chemin politique, un chemin diplomatique, un État palestinien. Et c'est cette stratégie-là qui s'est effondrée. Donc, lui, il en vivait. Maintenant, c'est terminé. Ce petit jeu-là est terminé. Plus personne ne pense à revenir à cela. Et tout le monde a compris. Et donc, il n'y a pas d'issue possible. Quand je disais qu'il était nu, c'est à ça que je pensais. Il n'a rien à offrir. Avant, il pouvait offrir cette illusion en jouant entre le Hamas et les autres acteurs du Proche-Orient, il pouvait trouver une ligne de crête intéressante. Il faisait la preuve qu'il pouvait faire la paix avec tout le monde, tout en s'asseyant sur les Palestiniens. Ça, c'est terminé. Et donc, tout ce qu'il a proposé maintenant, c'est ni Hamastan, ni Fatahstan, ce qui ne veut rien dire du tout. Ce sont des slogans creux. Il faut bien que quelqu'un prenne le pouvoir à Gaza. Alors il dit, nous ne voulons pas faire ça, mais nous voulons quand même nous occuper nous-mêmes de notre sécurité. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire comment on va s'occuper de la sécurité si on n'y est pas. Bref, il patauge dans la choucroute, si j'ose dire, parce qu'il n'a pas de solution. Alors qu'en face, l'ensemble du monde hein, est aligné sur la solution à deux États. Les Américains, je suis d'accord, sont un peu mous, mais ils sont très clairs. Hein, c'est Biden, Blinken, Jack Sullivan, tous disent la même chose. Il faut un État palestinien, il faut s'y atteler tout de suite. Et c'est pour ça que je pense qu'on finira quand même par y arriver. Alors l'Union européenne est un gros problème. J'ai longuement vu Joseph Borrell à Bruxelles. Il dit ce qu'il faut dire. Le problème de Borrell, c'est qu'il représente l'Union européenne et donc il doit parler au nom de toute l'Union européenne. Et donc l'Union européenne, comme tout le monde sait, n'est pas du tout alignée là-dessus. J'ai entendu au Parlement européen, quand j'étais à Strasbourg, j'ai entendu un député tchèque s'exprimer sur ce qui se passe à Gaza. Je me suis demandé si ce n'est pas le bureau du Premier ministre à Jérusalem qui lui a rédigé son discours. Donc ça, on ne peut pas vraiment compter sur l'Union européenne. En revanche, je pense, on en a parlé, Jean-Pierre, je pense qu'on peut faire du travail avec avec un groupe d'États européens. Encore faut-il le constituer, encore faut-il que quelqu'un en prenne l'initiative. Ce n'est pas encore fait. En revanche, les Américains, je pense qu'ils sont fait mieux pour agir.
Et je pense qu'eux aussi sentent qu'ils vivent le dernier mois. Hein. C'est vrai que si, si Trump s'empare encore une fois du pouvoir, ça va être un moment, ça va être vraiment très intéressant. Bien que, contrairement à l'Ukraine et à l'Europe, pour lesquels ce serait une catastrophe absolue, je me demande si pour le Proche-Orient, ça ne peut pas être une bénédiction. Je sais que Trump est capable de tout, hein, y compris dire publiquement à propos de Netanyahou, excusez-moi, je le cite, hein, c'est une citation, Fakim, je ne sais pas si tu as entendu ça, il a dit ça. Pourquoi? Parce que Netanyahou a osé féliciter Biden pour son élection. Il a quand même mis une semaine. Et ça a suffi à Trump pour le transformer d'ami en ennemi. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il a déjà dit que Mahmoud Abbas voulait davantage la paix que Netanyahou. Et sur le Proche-Orient, il peut changer Kazakh. Maintenant, est-ce qu'on a envie de prendre ce pari-là? Je n'en suis pas sûr. Les questions qui tournent un peu sur l'opinion israélienne, sur les sondages qui sortent sur les positions par rapport à la solution des États. Effectivement, j'en ai vu un récent où à peu près 33% s'affirment être pour deux États, les autres se dispersent en je n'y crois plus ou c'est pas possible ou s'y opposent. Euh, Comment tu vois la société civile réagir dans la situation de l'après-guerre? Je ne fais, je n'accorde aucune importance à ces sondages. Les gens sont confus, ils sont en guerre, ils se mobilisent pour les otages. On leur demandait aujourd'hui, est-ce que vous êtes pour un État palestinien, vous êtes contre, ça n'a pas grand sens. Ce que je sais en revanche, c'est que si on avait un gouvernement déterminé et qui décide d'amener l'opinion vers ces solutions, il aurait l'appui massif de la population. Je me souviens qu'au moment d'Oslo, il y avait une majorité forte d'Israéliens en faveur d'une solution des États qui était favorable à Oslo et même pour la division de Jérusalem. Donc ça n'a aucune importance. C'est comme demander aux Gazaouis ce qu'ils veulent ou aux Palestiniens de Cisjordanie. Et donc, ils donnent les réponses qu'ils peuvent à ce moment-là sous la pression des événements. Je pense que la vraie question qui se pose, c'est que veut la direction et comment faire pour qu'ils prennent les décisions qui s'imposent. L'opinion suivra. Jean-Pierre, ton point de vue là-dessus? Oui, ben, voilà, hein, ce qu'on a dit sur les sondages chez les uns et les autres concorde parfaitement, hein, dans des situations de crise pareilles, de traumatisme, de souffrance. On ne peut pas demander aux gens d'être très prospectifs, hein. Mais je crois que là aussi, enfin, sous le contrôle d'Élie, il faut aller vers un processus qui d'emblée définit le statut final. Voilà, on peut pas, c'est fini les histoires de période intérimaire, les histoires on va mieux se connaître pour mieux se faire confiance. Non, là la question c'est comment on va organiser une forme de séparation, hein. Et on a bien vu que les séparations de type unilatéral, hein, avec le retrait de 2005 décidé par Sharon à Gaza, ben, c'est ça quand même qui a voilà, posé le cadre de la catastrophe actuelle, hein. Donc il faut effectivement une séparation, mais cette séparation doit être négociée. Donc ça veut dire que de l'autre côté, il faut une instance. Et j'anticipe peut-être sur ta question, mais l'instance palestinienne ne peut être que l'OLP, hein, l'Organisation de libération de la Palestine. Il faut garder des accords d'Oslo, ce qui est l'accord d'Oslo historique, c'est-à-dire la reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP, c'est-à-dire vraiment la percée historique des Palestiniens reconnaissant la légitimité du sionisme et de l'État d'Israël, pas seulement reconnaissant l'État d'Israël, reconnaissant la légitimité, et la percée historique d'Israël reconnaissant l'OLP comme représentant du peuple palestinien. Voilà. Et puis après, le Hamas, ou ce qu'il en restera, reviendra aux positions qu'il a eues
auparavant, c'est-à-dire qu'il soutiendrait un processus mené par l'OLP sans y être engagé lui-même, ce qui est très bien comme ça, parce qu'on ne voit absolument pas comment on pourrait envisager une négociation avec le Hamas, même à l'intérieur d'une entité plus vaste. Donc, il faut revenir un peu aux fondamentaux, hein, aux fondamentaux de 93, hein, de 93, et prendre dans les deux accords d'Oslo, parce qu'il y avait deux accords d'Oslo, hein, l'accord qui lui est prometteur, qui lui est reconnaissance historique de la légitimité du nationalisme des deux peuples sur la même terre, et à partir de là, progresser vers un accord final, hein. Mais j'insiste, OLP, pas autorité palestinienne, parce que très souvent on fait la confusion. Mahmoud Abbas fait tout pour entretenir la confusion. Cette confusion, on voit qu'elle est totalement dommageable à tous les pourparlers qu'il y a eu depuis, et évidemment une perspective, la perspective de paix à laquelle on aspire, en tout cas tous les présents virtuellement ce soir. D'ailleurs, à ce propos, entre OLP, autorité, moi, j'ai vu quelques sondages, je ne veux pas revenir sur leur valeur, mais euh, comment dirais-je, comment on considère les leaders palestiniens potentiels comme alternatifs. Et si on met dans l'équation non pas Mahmoud Abbas, mais Barghouti, ça change tout. Donc c'est là qu'on voit qu'on est, voilà, il faut toujours intégrer le côté dynamique, dialectique, hein, qui est effectivement Barouti. Alors, immédiatement, je sors le joker, hein, parce que Barouti, on projette sur lui énormément de choses. Bon, il est quand même en prison depuis plus de 20 ans. Effectivement, il a pris des positions très claires en faveur des deux États. Il a essayé de ramener le Hamas vers ça il y a une quinzaine d'années. Mais voilà, Barouti, on pourrait être déçu à sa libération, hein. Voilà, faut pas croire qu'il a toutes les qualités qu'on lui impute en négatif, si j'ose dire, de tous les défauts qu'on attribue, alors là, très, très, très justement, à Mahmoud Abbas. Donc, mais le simple fait qu'il serait libéré serait un signal qu'effectivement, on a une nouvelle génération. Alors attention, hein, c'est une nouvelle génération qui a plutôt mon âge, hein. Hein, c'est une nouvelle génération de sexagénaires. Il a mon âge, Barouti, hein. Mais c'est vrai que ce serait un renouvellement par rapport aux octogénaires comme Mahmoud Abbas. Donc on aurait déjà franchi ce pas. Ce qui est certain en revanche, ça je l'ai écrit et je l'ai argumenté, c'est que Barouti est la seule personnalité palestinienne qui puisse tenir tête au Hamas dans la population en termes de crédit, en termes de légitimité nationaliste. Et bon, il faut quand même voir que le Hamas n'a pas fini, quel que soit l'état dans lequel il sortira de Gaza, de causer des problèmes, parce que ces problèmes font que le parti continue à exister. Voilà, j'insiste sur le fait que le Hamas, c'est avant tout un parti qui préserve ses intérêts de parti. Alors, je pense que la distinction entre l'autorité palestinienne, qui est très discréditée, et l'OLP, est très importante. Et tous les sondages, ils valent ce qu'ils valent, mais le montrent. C'est-à-dire l'OLP reste, et le Fatah à l'intérieur de l'OLP reste dans tous les sondages d'opinion devant le Hamas. Là, il y a un potentiel. Et Barghouti est l'homme le plus populaire, le politique palestinien le plus populaire dans la rue palestinienne. Alors, le scénario dont on parle beaucoup, c'est qu'il y ait des élections présidentielles, que Barghouti soit élu, et à ce moment-là, Israël sera obligé de le lâcher. Mais ça peut prendre du temps. Pour en revenir à Oslo et donc aux fondamentaux qu'évoque Jean-Pierre, Oslo n'a pas échoué. Oslo a été assassiné. Il n'est pas mort de sa belle mort. Oslo a failli parce qu'il y avait deux énormes défauts. L'un, c'était précisément de ne pas imposer un but final. Il n'est pas question
dans les documents d'Oslo d'un État palestinien. C'est ça le endgame. Hein. Donc il y a eu ça. Il y a eu le fait que c'était un énorme, un très long processus avec des conditions qui ont conditionné d'autres qui étaient elles-mêmes conditionnées par les troisièmes, une espèce de poupée gigogne, n'est-ce pas? Et donc, et à chaque carrefour, ça évitait les extrémistes de Debord à peser sur le résultat final. Et enfin, puisqu'il y a trois défauts, manque de contrôle international, de monitoring, comme disent les Américains, les parties ont été laissées elles-mêmes. Et j'espère que un processus renouvelé prendra en compte ces trois défauts-là. Parce que s'il n'y avait pas eu tout ça, Oslo aurait pu réussir. Les gens étaient prêts en Israël et aussi en Palestine. On a perdu beaucoup de temps et on a gaspillé beaucoup de sang. Parmi les questions, là, certaines sont posées sur les positions des Arabes israéliens ou des Palestiniens israéliens, peu importe comment on les appelle, citoyens israéliens de l'État d'Israël, pas des territoires occupés. Alors, je veux juste faire part d'un sondage, corps valeur des sondages, on en a parlé, mais publié par l'Institut israélien pour la démocratie à ce sujet. Si on compare, disons, la question étant posée sur leur sentiment d'appartenance à l'État d'Israël. Alors, si on compare leur réponse avant le 7 octobre et après le 7 octobre, c'est intéressant de voir qu'il y a une plus grande adhésion à l'État d'Israël après le 7 octobre qu'avant. En 2022, à la même question, 41% des musulmans parmi les Arabes israéliens se sentaient attachés à l'État d'Israël. Après le 7 octobre, on est passé à 66%. Et quand on questionne après le 7 octobre les Arabes chrétiens ou les Druzes, le sentiment d'appartenance à l'État d'Israël dans ces populations est de 84%. Bon, l'Institut pour la démocratie israélienne est un institut assez fiable, je crois. Je ne sais pas ce que tu en penses, Célie, mais ça montre en tout cas une relative adhésion à l'État. C'est l'attitude des Arabes israéliens et la divine surprise de cette guerre. Parce qu'on pouvait craindre le pire. Il y a 2 ans, il y a eu des troubles graves. Il y a 3 ans déjà. Là, non seulement il n'y a rien, mais il y a une véritable oui, adhésion. Je ne dirais pas que c'est un sentiment, une vague patriotique, hein, il ne faut pas exagérer, mais il y a non seulement, ils sont, il n'y a pas de trouble, mais il y a une véritable adhésion au corps national. Et alors, l'une des raisons, c'est qu'il y a eu des Arabes qui ont été victimes le 7 octobre. Il y a eu ça aussi. Et puis, il y a le fait ils sont quand même, euh, ils font partie de ce collectif et ils savent ce qui s'est passé le 7 octobre, contrairement à beaucoup de Palestiniens dont beaucoup ignorent à peu près complètement ce qui s'est passé. Donc, ils ont vu ils ont assisté à l'ampleur du massacre, à l'horreur que ça a été, et beaucoup ont dit et disent pas à notre nom. Donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt. Et c'est là, malgré les tentatives de certains, notamment d'Itamar Ben-Gvir, notre valeureux ministre de la Sécurité nationale, qui a tout fait pour exciter, pour allumer la guerre civile. Il a vraiment tout fait. Et ça n'a pas marché. Et là c'est une bonne nouvelle et on peut bâtir là-dessus. C'est vraiment une surprise parmi toutes les horreurs que nous avons subies. Là, c'était plutôt une bonne surprise. Alors, je ne sais pas si Jean-Pierre suit ces questions-là dans Oui, l'intérêt. je suis. Et effectivement, donc, pour aller tout à fait dans son sens, bon, nous autres historiens, on a le privilège de la périodisation. Moi, je pense que l'escalade vers l'épouvante du 7 octobre a commencé quand Mahmoud Abbas a refusé de tenir les élections qui étaient pourtant prévues par un accord interpalestinien en 2021. Hein. Et à partir de ce moment-là, on voit l'escalade militaire, hein, donc
au printemps 2021, ça s'étend à Gaza, il y a les émeutes intercommunautaires en Israël même, et c'est à ce moment-là à mon avis, Sinoir s'oriente vers le coup, parce que ça a pris beaucoup de temps, hein, la préparation. Hein. Et il a un peu voilà, enfumé Netanyahou et l'armée israélienne. Quand en 2022, il y avait eu l'opération contre le djihad islamique à Gaza qui avait épargné le Hamas, et le Hamas avait refusé de réagir. Et donc, au fond, on s'était dit, bah, voilà, le Hamas est rentré dans dans cette logique transactionnelle, alors qu'en fait, c'était tout simplement pour ne pas compromettre, parce qu'ils étaient déjà en train de préparer. Et donc, donc ça fonctionne à l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le Hamas se comporte de manière aussi sectaire dans le sens partisan, c'est-à-dire qu'il agit pour son intérêt propre, c'est difficile de dire qu'il agit pour le bien de Gaza. Ben, du coup, effectivement, ça fait que du côté des Arabes israéliens, ben, il y a une forme de rejet et donc d'adhésion à l'État d'Israël. Alors, il y a un pays dont on n'a pas parlé, ou très peu, c'est l'Iran. Enfin, je voudrais, même si, comme tu le dis, Jean-Pierre, il n'était pas concerné dans le déclenchement de la guerre, enfin, ou en tout cas pas informé, malgré tout, parmi ces proxys, il n'y a pas que le Hezbollah, il y a les Houthis en mer Rouge, qui, pour la première fois, bloquent le trafic commercial dans un détroit qui est essentiel pour le commerce international. Est-ce qu'on peut évacuer le risque que d'une intervention, peut-être pas militaire directement, mais par l'intermédiaire de ces proxys, pour élargir le conflit? Alors, donc, je me permets de Oui. répondre. Et donc, alors, les Houthis, donc, c'est très particulier. Hein. Ils ne sont pas intégrés organiquement dans la chaîne de commandement des gardiens de la Révolution, comme le Hezbollah, comme les factions pro-iraniennes en Irak, et comme toutes les milices qui servent plus ou moins la dictature Assad. Donc, ils ont leur propre, ils ont une autonomie, et puis surtout, comme on disait un peu au 19e siècle, ce sont des fanatiques honnêtes, c'est-à-dire qu'ils y croient vraiment. Il faut quand même voir que quand vous ouvrez, ça ne doit pas vous arriver souvent, les chaînes yéménites de Sanaa, il y a écrit en bandeau mort à Israël, mort à l'Amérique. Il y a ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, soudain, ils ont la possibilité, si j'ose dire, de mettre en œuvre ce discours qui même en Iran paraît excessif. Et ils l'ont fait de manière assez intelligente, vu qu'ils ont piégé l'Arabie. Ils ont piégé l'Arabie. L'Arabie est demandeuse d'un cessez-le-feu. Enfin, le cessez-le-feu est en vigueur. L'Arabie est demandeuse d'un règlement durable au Yémen, où ils sont prêts à reconnaître une forme de position dominante des Houthis, bon, dans le cadre d'un Yémen très éclaté. Et là, en fait, l'Arabie est assez ennuyée par les frappes américano-britanniques qui peuvent compromettre tout ça. Donc on se retrouve dans un... Ils sont arrivés à complètement piéger ce qui était quand même pour eux l'adversaire principal pendant longtemps, hein, qui est l'Arabie saoudite, en l'obligeant à jouer à front renversé. Donc, pour l'instant, ils sont devenus, il faut savoir que pour ce type de mouvement, être bombardé par l'Amérique, c'est le badge of honor. Donc, ça y est, ils ont été bombardés par l'Amérique, donc ils sont vraiment des gens qui vivent à la hauteur des slogans qu'ils répètent. Hein. Donc, ça, c'est assez inquiétant. Mais de là à envisager une conflagration régionale, bon, l'Arabie fera tout, et elle en a quand même les moyens, hein, pour que ça ne déborde pas. C'est tout à fait éclairant. Vu d'ici, quand on vit en Israël, euh, on a l'impression, pour la première fois depuis longtemps, ça nous arrive, d'être encerclé, d'être enserré. C'est-à-dire, il y a le Hezbollah dans le nord, il y a le Hamas dans le sud,
il y a l'arc chiite à l'est, les Houthis maintenant, qui c'est qui avait jamais entendu parler des Houthis dans le sud qui tirent des engins sur la ville d'Eilat. Enfin, on a l'impression d'une espèce de cercle, je crois, qui enserrait, Israël est enserré là-dedans. Alors évidemment, c'est une sensation désagréable, mais probablement très, très exagérée, parce que, comme dit Jean-Pierre, les Houthis, c'est sans doute dommageable pour le commerce international, mais ils ne menacent pas directement la sécurité d'Israël. C'est vrai aussi pour les milices irakiennes ou syriennes. Mais en revanche, le Hezbollah est un vrai problème. Le Hamas est un vrai problème. Alors, comment on fait pour desserrer tout cela? Ça, c'est toujours pareil. C'est en défaisant le chaînon principal de ce cercle qui est le chaînon palestinien. Je dois dire aussi que c'est vrai qu'être bombardé par l'Amérique est un badge d'honneur, certes, mais c'est vrai que les Américains n'avaient pas non plus très envie de faire cela et ils ont été acculés. On ne voit pas trop bien ce qu'il faut faire puisqu'ils tiennent l'une des principales voies de navigation mondiale sous la menace, ils tirent sans arrêt. Donc voilà, ils ont bombardé. Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement? Je n'en sais rien, probablement pas. Et je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais nous, on regarde le problème des Houthis comme quelque chose qui est à la fois, qui nous concerne évidemment directement, mais qui n'est pas que notre problème, parce que c'est un problème international. Et on attend de la communauté internationale qu'il le solve, voilà, qu'il le résolve. Les questions qui nous tournent, c'est est-ce qu'on peut encore accorder un crédit à la solution des deux États contre tenu de la colonisation? Plus de 500 000 colons installés en Cisjordanie, je ne parle pas de Jérusalem-Est, évidemment. Est-ce que c'est encore possible, imaginable? Autre question, quel leader israélien pourrait remplacer Netanyahou parmi les noms qui circulent? Voilà. Et puis, quel type de plan pour le jour d'après, quoi, pour Gaza? Voilà, je vous laisse le soin, tous les deux, d'apporter votre éclairage là-dessus. Mais est-ce qu'on peut... Alors, la présence des colonies est un énorme problème. Je ne veux pas minimiser cela. C'est un problème qui est à la fois physique, hein, ils sont là, mais aussi moral, national, religieux. C'est l'énorme faute que nous avons commise historiquement, c'est d'avoir laissé la religion s'emparer de ce conflit. Ça complique la présence des colonies, complique évidemment tout. Cela dit, il faut regarder une carte de la colonisation en Cisjordanie. L'essentiel des colons, environ 80%, sont concentrés le long de l'ancienne ligne verte, de l'ancienne frontière. Et dans tous les schémas de règlement de la question, ils doivent être annexés à Israël en échange de territoires pris sur le territoire souverain de l'État d'Israël. Donc, le problème donc, se résout, si je puis dire, à quelques 100, 120 000 colons qui se trouvent au cœur de la population palestinienne. Et eux sont de vrais problèmes. Alors, là encore, il faut faire la part des choses. Une grosse minorité parmi eux sont des colons déterminés, idéologiques, et une minorité de cette grosse minorité sont lourdement armés et sans doute prêts à faire le coup de feu. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'on ne réglera pas ce problème sans passer par une forme quelconque de guerre civile. C'est une perspective effrayante, mais je crois que c'est une perspective inévitable. Ces gens-là ne se laisseront pas déplacer sans résistance. On a eu un avant-goût en 2005 lors du désengagement de la bande de Gaza. Ils étaient 8 000 et la bande de Gaza, ce n'est pas la Judée et la Samarie.
Voilà donc je pense que c'est possible, c'est réglable, mais ça sera difficile, douloureux et ça coûtera du sang. Alors, quel leader, ben, l'homme qui est le plus populaire aujourd'hui, le candidat le plus évident pour succéder à Netanyahu, c'est Benny Gantz, l'ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, qui aujourd'hui a rejoint le cabinet de sécurité. Ce n'est pas une flèche, hein, ce n'est pas mon modèle de leader en temps de crise, mais ça vaut mieux que Netanyahu. C'est un honnête homme, réaliste, modéré. Je pense que ça vaudra de toute façon mieux. De toute façon, c'est celui qui est le mieux positionné. Et surtout, il a une grande qualité. Il est plus sensible, je pense, à la pression internationale, notamment américaine. Lui, il comprend très bien l'importance l'importance de l'aide américaine. Sans les Américains, nous ne pouvons pas faire la guerre, tout simplement. Alors, Netanyahu le comprend aussi, mais il s'en moque, parce que ce qui passe d'abord, c'est son propre salut. Et au contraire, pour lui, se dresser contre les États-Unis, tenir tête à Washington, est bon pour sa base. C'est comme ça qu'il voit les choses. C'est l'homme qui sait dire non aux Américains. Bon, ça aura un temps. Benny Gantz n'est pas dans la même logique. Alors, on va voir combien de temps il va tenir dans ce gouvernement, pas très longtemps, d'après moi. Et aux prochaines élections, c'est lui probablement qui sera le chef de la prochaine coalition. Jean-Pierre partage mes conclusions. Oui, je les partage, bien sûr. Voilà, la solution est deux États, bien sûr. Le risque, effectivement, d'affrontement israélo-israélien, d'affrontement palestino-palestinien. Il ne faut pas l'oublier non plus, hein, ça c'est sûr. Mais bon, moi, je vais juste conclure par le titre du livre que je sors le 9 février au Seuil. Hein. Comment la Palestine fut perdue et pourquoi Israël n'a pas gagné. C'est-à-dire que, en fait, le processus de paix, c'est la négociation des conditions de la défaite palestinienne. Les Palestiniens ont perdu. Il y a absolument aucun doute sur la longue durée. Donc, un processus de paix, c'est cela, hein, c'est cela que ce sera. Mais c'est négocier les conditions de la défaite. Donc, c'est-à-dire pas continuer la guerre éternellement, bien sûr, c'est-à-dire aussi pas l'unilatéralisme, dont on voit qu'il a créé, désolé de le rappeler, les conditions de la catastrophe actuelle à Gaza. Donc voilà, hein, de toute façon, les deux peuples sont tellement intimement liés qu'ils ne peuvent s'en sortir qu'ensemble. Hein. Et la paix est beaucoup plus dure à mener que la guerre. Hein. Je ne dis pas en termes de perte, de sang qui coule, etc. Mais la paix, c'est un pari sur l'autre, c'est un pari sur l'ennemi, c'est un pari sur la personne qu'on a combattue de toute son énergie, de toute son âme, j'ose dire. Et c'est surtout remettre à l'ennemi la sécurité de ses enfants, pas uniquement la sécurité actuelle, mais la sécurité des générations futures. Bon, tout ça, vous le connaissez parfaitement et votre engagement repose justement sur vos convictions. Mais moi, je voulais juste très simplement finir sur cela. Il y a une question qui t'est destinée, je ne peux pas l'éviter, parce que la guerre, malheureusement, n'est pas terminée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais pour le cessez-le-feu, appeler au cessez-le-feu dans la situation où nous sommes aujourd'hui? Maintenant, je suis pour l'arrêt de la guerre, moyennant le retour de tous les otages et l'enclenchement immédiat d'un processus de sécurisation de la bande de Gaza et d'internationalisation du conflit. Oui, je pense. Si tu m'avais posé la question il y a 2 semaines, ma réponse était peut-être différente. Aujourd'hui, je pense que nous avons épuisé les avantages que nous pouvions escompter de cette campagne. J'ajoute que comme bénéfice supplémentaire, ça attrait la clarification politique en Israël même, notamment
le départ de ce gouvernement qui est une monstruosité. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre à l'étranger. Heureusement, d'ailleurs, à un sens. À quel point ce gouvernement est une monstruosité. C'est que nous avons quand même des membres de ce gouvernement avec des postes importants qui seraient en France derrière les barreaux. Il y a un échec de l'entreprise, pas un échec, mais une éclipse morale de l'entreprise sioniste, hein, de l'aventure sioniste. Il a pris le visage de ce gouvernement. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, il y en a d'autres aussi, je serais aujourd'hui, oui, pour un arrêt rapide de la guerre, conditionné évidemment par le retour de tous les otages. C'est un point important parce que, comme tu le sais, en France, on n'en a pas parlé, mais ce n'était pas le sujet de notre réunion. Ce conflit a beaucoup d'influence sur le vécu de beaucoup de gens et sur la situation politique interne française aussi. Encore une fois, on ne va pas l'aborder là. Mais comme on peut être les uns et les autres confrontés à des campagnes d'opinion appelant à un cessez-le-feu, parfois dans une position plus, je dirais, pro-palestinienne, entre guillemets, et condamnant, entre guillemets, le génocide. Je dis bien ça avec toutes les réserves de langage possibles. Il faut savoir quelle est la position qu'on peut prendre, où est-ce qu'on peut se démarquer d'une certaine façon par rapport à toutes ces campagnes. Je pense que, bon, il est évident que ce que je dis là, c'est une position de patriote israélien. Je ne parle pas, c'est pas la position des gens hostiles à Israël. Et le problème du cessez-le-feu, c'est qu'il a pris, l'exigence du cessez-le-feu a pris l'aspect d'une arme contre Israël. Évidemment, ma position n'est pas celle-là. Je parle au nom des intérêts tels que je le comprends aujourd'hui de mon pays, y compris d'ailleurs une dimension morale qui commence à être véritablement problématique. Hein. Ce qui se passe à Gaza est quand même insupportable. Mais aussi parce que je pense que nous n'avons plus grand-chose à gagner en continuant de faire la guerre. Donc, il faut arrêter, voir comment on organise notre départ, impliquer tout de suite la communauté internationale, nos voisins arabes, l'Europe, les Américains, et exiger le retour des otages. Je pense que c'est ce que les Américains appellent cat losses, c'est-à-dire je pense que nous en sommes aujourd'hui là. Alors, si on promettait que d'ici une semaine, on va éliminer Sinwar et ses copains et on va récupérer les otages, et le Hamas sera détruit, encore une semaine de patience et nous y serons, ce serait différent, mais je ne crois plus. Un petit peu la position de G Street aux États-Unis. Et ça rejoint aussi la position que les amis américains de Peace Now ont pris également. Et c'est un courant qui commence effectivement, une réflexion qui commence à se développer. Moi, je pense que ça pourrait être notre position en tant que J. Cole, à condition de rendre très, très clair les choses. C'est une position qui part d'un, comment dire, qui est fondée sur la sympathie pour l'État juif et pour une certaine conception des intérêts d'Israël. Nous ne parlons pas de l'autre côté de la barricade. Mais en même temps, je pense que J. Cole s'honorerait s'il disait que ce qui se passe de l'autre côté de la barricade ne nous est pas indifférent. Parce que nous sommes une organisation qui aspire à une solution négociée, mais donc notre position est une position politique fondée sur le réalisme politique, mais qui a évidemment une dimension morale.
Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le rappeler. Et même si on se fait étrier par certains éléments de la communauté juive, je pense qu'il faut avoir le courage de le faire et leur tenir tête. Nous n'avons pas à rougir de nos positions. On a déjà eu l'occasion de le dire, aussi bien du côté de J-Call que de la paix maintenant, mais le rappeler n'est jamais inutile. Très bien. Bon, bah, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux d'avoir participé à cet échange et espérons que… Si tu veux, juste, j'aimerais savoir, vraiment un dernier mot, je voudrais savoir ce que Jean-Pierre pense de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, du point de vue d'Israël. Est-ce que tu crois aussi qu'il faut que la meilleure manière de sortir de la nasse, c'est ce que je viens de dire. D'abord, merci beaucoup de la confiance dont tu m'investis. Hein. Effectivement, hein, ce que tu as dit est non seulement raisonnable, mais c'est la seule vision d'avenir. Hein. Voilà, je crois que là, il faut comprendre qu'effectivement, ce conflit, dont moi je dis depuis le début que c'était un piège que le Hamas tendait à Israël, ne peut plus rien produire que de terrible, y compris pour Israël. Hein. Je ne parle même pas de la population de Gaza qui connaît aujourd'hui des souffrances que jamais le peuple palestinien n'a connues. Donc c'est effectivement, hein, dans ce sens-là, avec une implication de la communauté internationale qui doit être déterminante et déterminée. Ça aussi, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Donc, merci à tous et bonsoir. Bonsoir et vraiment merci 1000 fois. Merci. Merci. Bonsoir, merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.